Bonjour à tous et bienvenue. Vous aimez peut-être certaines séries qui s'appellent Medium, In Between. Or, j'ai la chance aujourd'hui d'être avec une jeune femme, une médium, qui elle aussi aide à certaines enquêtes. C'est Isabelle Coupeau. Bonjour Olivia. Bonjour Isabelle. Bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous recevoir et je suis surtout très touchée que vous ayez accepté de venir un jour avant pour me rencontrer. Merci pour l'invitation. J'avoue que j'ai beaucoup aimé. Alors je vous ai découverte par vos livres, Oui. Le 4e jour, en tout premier, et ensuite L'intuition et médiumnité, dont on va parler tout à l'heure. Oui. Avant de parler du livre dans lequel vous vous dévoilez, avec beaucoup de simplicité, et c'est ça qui m'a beaucoup touchée, parce qu'en fait ce n'est pas un livre, pour moi c'est un journal. Et on rentre vraiment dans votre intimité, de façon très spontanée, on a l'impression de vous connaître, enfin j'ai vraiment eu envie de vous rencontrer, voilà. Et j'en suis très heureuse. Avant de commencer à parler du livre, je voulais parler de vous. Ce livre parle de moi et de moi à travers mon quotidien en tant que femme, mère, épouse et médium. Oui. Et je voulais donner une approche humaine parce que c'est ce que je suis, une médium humaniste, pour éclairer les gens et donner des réponses, notamment sur ces 2 enquêtes dont je parle, puisque j'ai résolu plus de 80 enquêtes, bientôt 90, et je parle de 2 enquêtes principales où il y avait beaucoup de questions, beaucoup de retours, puisque j'ai été médiatisée sur ces 2 enquêtes. Donc j'ai voulu apporter des réponses aux gens et montrer vraiment ma part d'humanité et parler de qui je suis réellement, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes qui tournent autour du médium, des médiums, d'autant plus quand on a du succès dans son travail ou qu'on arrive à faire correctement son travail en tant que médium. Les gens ont tendance un peu à nous glorifier, à nous mettre sur des piédestals, et je voulais apporter et dire, attendez, ok, on arrive à certaines choses, mais pas plus, pas moins que certaines personnes, et aussi on y arrive grâce aux autres et avec les autres, et c'est important d'apporter un regard humain, doux et bienveillant, parce que je suis loin du côté médium séducteur, du médium fast avec besoin de paillettes. Starification paillettes. C'est-à-dire que j'aime rayonner parce que j'aime apporter de la lumière aux autres et des réponses, mais je n'aime pas briller. Donc j'explique aux gens que ce qui est important dans notre travail de tout à chacun est de surtout mettre tout le monde au même étage pour avoir une cohésion humaine et sociale. Et je pensais que c'était important d'en parler dans ce livre. Oui, ben c'est ce qu'on ressent de toute façon. Ça, pour moi, ça a été une évidence. C'est pourquoi je disais, je vous ai connu à travers le livre, parce que vous travaillez avec la lumière, mais dans l'ombre, de façon très discrète. Ça, exactement. C'est-à-dire que mon intérêt, c'est d'accompagner, mon objectif, c'est d'accompagner, mon intérêt, mes objectifs sont d'accompagner les gens au deuil et d'intervenir dans des moments chaotiques de leur vie, parce que de par mon parcours personnel, mais mon parcours de coach, de formatrice et d'experte, j'ai été incluse dans des milieux avec beaucoup de puissance, beaucoup de regard, de mental aussi, puisque j'ai été très jeune formateur en équipe de France de voile, etc. Donc j'arrive quand même à me réaligner très vite et à apporter des choses concrètes aux gens. Et je voulais juste, avec beaucoup d'humilité et de simplicité, dire attention, la médiumnité c'est une chose, mais après il y a l'aspect humain qui entre beaucoup en compte dans notre travail avec les gens, et pour moi ça c'est une valeur qui n'est pas négociable. C'est-à-dire que j'ai vraiment envie que les gens comprennent que pour entre guillemets avoir un don pur, il faut quand même garder cette éthique, parce que sinon je pense qu'on n'est pas du bon côté de la barrière, mais ça ne regarde que moi et ça n'est que mon système de croyance. Mais je pense qu'on peut aller plus loin quand on est vraiment dans cette générosité, cette profondeur. Avant de parler de votre métier, de votre passion, de votre mission, qui est celle d'aujourd'hui, la petite Isabelle de l'époque, parce qu'elle a commencé très tôt à avoir des flashs. Comment ça s'est passé? Comment vous l'avez découvert? Comment vous l'avez apprivoisé finalement tout ça? À travers votre perception et aussi votre carrière professionnelle aussi. Alors, c'est-à-dire que je voyais, je ressentais, j'ai assez vite fait part de ça à mes parents, à mon père et à ma mère. Puis après, ma mère nous a laissé
à l'âge de 5 ans, de façon un petit peu brutale. Donc j'ai dû, moi, me construire avec cette coupure familiale. Mais mon père donnait toujours beaucoup d'écoute et d'amour à ses enfants. Il n'était pas seul, puisqu'il a eu une compagne assez vite sur son parcours. Et puis il y avait mes grands-parents, mes arrière-grands-parents qui jouaient un rôle. Mais j'ai toujours été aimée et respectée dans ce que j'étais, parce que j'étais une enfant très vivante, très joyeuse. Et vous n'étiez pas ouvert du tout à ce genre de non, contexte à pas l'époque? du tout, pas du tout. Par contre, mon père était quelqu'un d'instinctif. Donc, il comprenait ce que c'était que l'instinct de protection. Et quand je parlais d'un danger ou je sentais des choses, il me croyait, il était à l'écoute et il allait vérifier. Donc, c'est ce qui fait que très tôt, ils se sont dit, bon, il y a quelque chose. Puis ma belle-mère aussi avait été comptable, expert comptable. Elle avait une amie qui était très ouverte sur ça, qui enseignait d'ailleurs le tarot sacré, Mercedes Mignana. Et du coup, elles m'ont aidée, elle m'a aidée. Et puis, j'ai fait mes rencontres toute seule, puisque très tôt, mon âme est allée appeler à elle-même d'autres personnes. J'ai rencontré, après une opération, parce que j'ai une opération assez importante à l'âge de 13 ans, une opération de l'ovaire avec un début de cancer. Et j'ai rencontré une dame en marchant, quand j'étais en train de faire ma rééducation, qui elle était très ouverte, qui travaille avec Monsieur Willem, qui fait la thérapie couleur. Donc on a amené à moi, que ce soit là-haut ou les gens incarnés, les bonnes et les belles personnes. J'ai jamais perdu foi, j'ai toujours cru en eux, en moi aussi. J'ai appris aussi à gérer, à écouter et à écouter mon moi intérieur beaucoup. C'est-à-dire que la base, c'était vraiment moi, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ressens. Il me dit ça, mais toi, qu'est-ce que tu veux au fond, qu'est-ce que tu es prête à faire ou pas. C'est-à-dire que j'ai toujours respecté ce qu'il me disait là-haut, mais j'ai toujours aussi écouté mon moi intrinsèque. Et ça, pour moi, je pense que c'est important, parce que je remets jamais le pouvoir dans les mains des autres. Et je dis toujours aux gens qui viennent me voir, écoutez votre pouvoir intérieur avant d'écouter le mien, parce que ce qui est important, c'est de savoir ce qui est aligné avec vous ici, maintenant. Même si eux là-haut disent telle chose ou telle chose, c'est important d'être aligné par rapport à ce qu'on ressent et ce qu'on vit à l'intérieur de soi. Et la base, c'était d'aller, et c'est ce que mes parents m'ont transmis d'ailleurs, m'ont dit, mais toi, qu'est-ce que tu veux vraiment, et voilà. Donc c'est ça qui m'a amené sur mon parcours et dans le travail. Après, ça m'a toujours servi, parce que même si j'entendais, que j'avais des réponses que je voyais, j'écoutais d'abord ce qui se passait à l'intérieur de moi. Vous avez parlé tout à l'heure de voile. Qu'est-ce que vous avez fait avant d'être amené vraiment sur cette voie bien spécifique? Avant, dans mon métier, j'étais dans les médias, puisque je m'occupais d'un réseau de radio franchisés chez R100. J'ai été principalement dans les médias. Donc déjà dans la communication? Dans la communication, oui. En fait, ce que je voulais, c'était rendre les gens heureux, organiser des événements. Ça me plaisait beaucoup. J'étais avec les artistes. J'ai organisé beaucoup de concerts pour les artistes dans les dom-toms, pour les artistes français internationaux. Donc, je me suis éclatée. J'avais ma boîte de production, et puis après, en même temps, je travaillais pour le groupe R100, et ça s'est très très bien passé. J'ai vécu une belle carrière jusqu'au jour où j'ai dit stop. Et puis avant, j'étais en famille, hein, je travaillais beaucoup en famille. Mon père avait une agence maritime et j'ai beaucoup travaillé avec lui. On a beaucoup participé, on était aussi beaucoup investis dans notre club de voile, puisqu'on faisait nos compétitions, mais aussi on organisait les régates. Donc on a été formaté quand même à organiser, parler anglais, voyager. On était dans un esprit de tout le temps de progression, de remise en question et de mouvement, et ça c'est important. Donc ça m'a donné toutes les bases pour être quand même pragmatique, concrète, ouverte aux autres, à la communication, à la différence. Donc ça c'est important. Et qu'est-ce qui a fait qu'un jour vous avez dit stop? Je laisse ces deux facettes et je m'embarque dans mes rencontres, notamment avec les Amérindiens quand j'étais en Guyane pour mon travail. J'ai rencontré 3 chefs amérindiens, 3 années d'affilée, et ces 3 rencontres ont joué un rôle important. La première me disait un message, la deuxième le même message, et la troisième rencontre encore le même message que le premier. Je suis tombée malade, il m'avait prévenu que mon âme avait besoin de respiration spirituelle, d'un travail transgénérationnel, que j'étais venue dans cette lignée pour faire le travail transgénérationnel et que j'allais progresser aussi à travers ça, j'allais progresser spirituellement et dans mon métier, et que j'étais une éclaireuse quelque part dans ma lignée, et que je pourrais éclairer aussi, accompagner les autres à partir du moment où je rentrais un petit peu dans cette brèche-là. Je l'ai compris, au début je n'ai pas bien pris la chose.
parce que je voulais vraiment évoluer au sein des médias. Et puis ils m'ont dit que j'avais une autre mission. Je n'avais pas forcément envie de porter ce don de médiumnité parce que je ne voulais pas être voyante, je ne voulais pas avoir à dire aux gens ce qu'ils avaient à faire. Et puis j'ai trouvé ma voie au fur et à mesure. Et puis très tôt, les choses sont arrivées à moi avec les enquêtes notamment. Donc là, on m'avait prévenu parce que j'avais fait mon thème astral et une astrologue m'avait dit que j'arriverais dans un milieu scientifique à travers un outil complètement connecté, donc je ne comprenais pas trop ce qu'elle me disait. Et puis au fur et à mesure, quand j'ai vu que j'évoluais au sein des enquêtes, j'ai compris. Alors justement, le dernier mot, enquête, nous amène à votre premier livre, Le 4e jour, que j'ai trouvé passionnant. Et je dirais en gros, la grosse moitié du livre parle de Thierry, oui. Qui a été peut-être une expérience très forte pour vous. Oui, Thierry, c'est un passage clé dans ma vie, c'est beaucoup de belles rencontres, c'est aussi une initiation pour beaucoup de gens parce que ce que j'explique, c'est ce que j'ai vécu à un moment donné, je croyais être seule à le vivre quand j'ai retrouvé le corps. Et au final… En fait, oui, pour expliquer peut-être aux personnes qui n'ont pas lu le livre. Voilà. En fait, on m'a appelé, et au moment où on m'a appelé, j'ai laissé quelques jours, donc je vous laisserai lire quand même. Oui, on garde le suspense. Voilà. Et puis quand je suis intervenue, je suis tombée face au corps, et au moment où j'ai retrouvé le corps, il y a eu un phénomène paranormal qui s'est passé. Et au moment où ça s'est passé, je pensais être la seule à le vivre en tant que médium. Et quelques mois après, je le raconte dans le livre, il y a une des personnes qui fait le débriefing avec les intervenants donc du Grimpe et qui me pose des questions. Et là, je comprends qu'au final, je n'étais pas la seule à voir ce que j'ai vu et on a été plusieurs. Donc ça m'a bien confirmé qu'il y avait aussi des choses qui évoluaient et que les perceptions chez les autres étaient aussi possibles et accessibles. Donc c'est ce moment… Déjà que ce soit le médium qui intervienne et qui retrouve le corps, ça a été pour eux très très fort. Ce qu'ils ont vécu a été très très fort et le livre aussi parce que ça a ouvert un petit peu les consciences et puis ça les a rapprochés de leur sensibilité puisque beaucoup n'osent pas parler de ce qui se passe, de ce qu'ils peuvent ressentir pendant les interventions. Maintenant, beaucoup viennent me voir, on discute parce qu'ils apprennent à accepter, à accueillir, épouser leur ressenti, apprendre à les gérer. Et discrètement, ils viennent me voir, à me poser des questions. Ça fait partie aussi de mon travail de bénévole, puisque tout ça, je le fais en tant que bénévole. Et après, j'accompagne aussi les gendarmes, les policiers, les enquêteurs, les pompiers qui ont besoin d'accompagnement psycho-émotionnel et spirituel, parfois parce que c'est leur métier de recherche dans les enquêtes est très, très éprouvant. Beaucoup finissent au bout de leur rouleau, dépression, alcoolisme, parfois même des suicides. Donc je les aide beaucoup comme je peux, avec le temps que j'ai. Et puis c'est un beau cheminement. Alors justement, vous êtes plutôt spécialisée. Vous parliez tout à l'heure que vous n'aviez pas envie d'être la Madame Irma. Oui, surtout pas. Je peux avoir des lignes d'accès du futur. Les guides donnent des champs possibles. On est au point A, il y a le point B, le point C selon notre libre arbitre, ou le point D selon notre champ de décision et notre pouvoir personnel. C'est ce que j'explique aux gens. Il n'y a pas une seule destinée. Le destin, c'est en gros votre karma, ce que vous avez à travailler en travail psycho-spirituel et émotionnel. Et si vous ne le faites pas, il y a des lignes qui se dessinent, en fait, et c'est à nous de décider si on prend la ligne B, C ou D, en fait. Donc, c'est pour ça que je dis, les voyantes, elles font une lecture d'une ou de deux chemins avec son propre niveau de conscience. Ça veut dire que si elle, psycho-émotionnellement, elle est plus basse que vous, entre guillemets, elle ne va pas vous apporter grand-chose. Donc, le but, c'est d'avoir quelqu'un qui a travaillé sur lui-même, qui peut éclairer, avec beaucoup de sagesse, beaucoup d'éveil et d'impartialité pour pouvoir vous amener à une sérénité et vous éclairer sur votre dharma. Parce que karma, ce sont les dettes, dharma, c'est la réception. Et donc, c'est ce que j'explique aux gens. J'avais compris ça très tôt, en fait, parce que les guides m'expliquaient le karma que j'avais à nettoyer avec le nom de mes vies antérieures, etc. Donc, je notais tout, j'essayais de comprendre, j'allais voir ce que je pouvais trouver sur mes vies antérieures, je me mettais aussi en méditation. Tout ça, j'ai fait ça toute seule. Et après, j'ai fait un travail de psychogénéalogie
écrit pour comprendre les mémoires, ce que j'étais venue travailler au niveau. J'ai fait beaucoup j'ai travaillé sur plusieurs plans en même temps, en fait, et j'ai passé 15 ans, très grosses 15 années de ma vie à travailler sur moi, où finalement je me dis, j'ai pas épargné, mais j'ai tout mis dans les formations de développement personnel. Je continue encore parce que ça n'est jamais terminé. Je travaille encore sur moi, sur ma lignée, pour m'accompagner, accompagner mon entourage et ma famille, mes enfants. Hein, c'est important pour moi. Voilà, c'est important. Alors justement, donc je disais, vous n'aviez pas envie d'être une Madame Irma supplémentaire. Oui. Et vous êtes plutôt spécialisée, si je peux employer le terme spécialisée, dans la recherche de disparus. Je suis experte, voilà. Voilà. Que ce soit des enfants, des personnes qui sont suicidées et autres. Une expertise en France est donnée à partir de 20 ans de carrière dans un domaine. Donc ça fait 20 ans que j'enseigne dans le domaine, ça fait 20 ans que je travaille dans les enquêtes et on devient expert avec, entre guillemets, un certain pourcentage de résultats, ce que j'ai obtenu en 20 ans. Donc ça y est, j'ai réussi à avoir un domaine d'expertise et accompagner les personnes, que ce soit en formation, en développement ou en résolution de problématiques pour aboutir à des résultats concrets. Parce que la médiumnité, c'est une chose, dire des choses et avec des cartes, c'en est une autre, mais aboutir à des résultats concrets pour un chemin de réparation ou aboutir à des conclusions d'enquête, c'est de la concrétisation d'un outil, que ce soit dans la médiumnité ou dans les chiffres, la banque ou autre chose. Pour arriver à quelque chose de propre et de net, il faut du travail, de la remise en question. Il y a le savoir, la connaissance, la connaissance, c'est important, et le talent. Le talent vient en épousant la connaissance par le savoir. C'est ça, la connaissance, c'est le travail entre... Pour moi, la connaissance, c'est le chemin entre le savoir et le travail. Il est là, en fait. La connaissance, c'est vraiment l'intégration par le travail du savoir. Vous insistez beaucoup. J'insistais beaucoup, parce que malheureusement... Oui, on va en parler juste après. Je suis d'accord avec vous. Alors, pour terminer par rapport à ce livre, pourquoi s'appelle-t-il le 4e jour? Est-ce que ce 4e jour a été une ou deux ou trois fois par hasard, parce que c'est le 4e jour où il y a des sortes de déclics pour vous, ou est-ce que c'est à chaque fois le 4e jour? C'est souvent. C'est souvent sur ces 2 enquêtes, ça s'est passé le 4e jour, mais c'est très régulièrement qu'on m'appelle au 4e jour de l'enquête. Vous savez pourquoi? Vous avez pu analyser? J'ai ma petite réponse intérieure. Le 4 est un chiffre marquant dans ma vie, c'est mon chemin de vie. Mon père est décédé un 4. Voilà, il y a beaucoup, le 4 est souvent dans ma vie, dans les épreuves comme dans les portails d'ouverture. Il ouvre mon chemin, en fait, il marque mon chemin. Voilà. D'ailleurs, je crois que votre papa vous parle relativement souvent. Il est venu pour cette enquête-là et assez régulièrement, oui. Ah, mon père, c'est un peu le gendarme, hein. Il n'était pas du tout dans sa vie, c'était pas du tout un gendarme, à part pour ses filles, hein, mais ses enfants. Mais je pense que, oui, là, à chaque fois qu'il faut avancer, mettre un coup de boost ou surveiller ou bousculer quelqu'un autour de moi, il vient, il me parle gentiment à l'oreille, comme il savait le faire, mais avec un bon caractère de feu, en me disant, bon là, Pépette, il faut faire ci, il faut faire ça. Et là, il est venu me porter, parce que... Là, sur cette enquête, il est vraiment venu me porter. Puis sur la deuxième, ça a été autre chose. Mais il vient assez régulièrement. Il vient, je dirais, sur les enquêtes les plus difficiles. Là, je travaille sur 2 grosses enquêtes très difficiles. Voilà, il est venu là encore hier soir. Je savais que j'allais être appelée aujourd'hui. Il est venu hier soir. Donc, je n'avais pas entendu parler de cette enquête, mais je savais qu'il allait se passer quelque chose. Oui, d'ailleurs, pour information, juste après l'interview, Isabelle va partir aider encore pour résoudre une enquête. Ouais. C'est tous les jours. Tous les jours, des SMS, des mails, des appels. Quand je peux le faire, je le fais. Mais c'est très souvent, malheureusement. Dans le livre, vous aviez parlé tout à l'heure de votre côté femme aussi, puisque ce qui est agréable à voir, c'est que vous ne mettez pas de côté votre... J'allais dire côté femme, votre vie de femme. Ah oui, bien sûr. C'est très important aussi pour vous. C'est un équilibre. Très ancré, très terrain, très 4, ah oui. C'est très important de garder l'équilibre pour accompagner, nourrir les autres. Il faut donner un équilibre à sa propre vie, tout donner aux autres. C'est une forme de déséquilibre et de besoin de reconnaissance. Donc, je dis toujours, la vie est un camembert, il faut bien équilibrer chaque part. Ça me paraît assez important. Sinon, à un moment donné, il y a un déséquilibre et puis
on paye l'addition, entre guillemets. Donc, je pense que c'est important de le savoir. Et puis, ce qui est important, c'est que dans les enquêtes que j'accompagne, j'accompagne aussi et principalement pour retrouver les corps, retrouver les personnes. Je n'ai pas pour vocation d'être profiler et de résoudre les enquêtes, parce qu'il faut faire attention à ça. Pourquoi? Parce que j'interviens pour les enfants disparus, pour les suicides. Je ne vais pas travailler par exemple sur des grosses affaires criminelles, sur tout ça. Ça, c'est la part des gendarmes. Il faut bien comprendre que mon intervention, elle est à un instant T, souvent au début, ou si c'est après parce que l'enquête dure. Moi, je vais travailler sur l'axe de où est le corps. Pas qui, quoi, comment, oui. Mais c'est où. Ma question, elle est où et comment on y va, comment on y accède. Ce sont des longitudes, latitudes et comment retrouver le corps, comment ramasser le corps, où est la personne disparue si elle n'est pas décédée, comment y accéder, parce que j'ai aussi sauvé des enfants qui étaient en fugue dans des moments très critiques où ils voulaient passer à l'acte, des ados, mais j'évite, voilà, il faut bien que les gens entendent que je ne suis pas profiler. Oui, d'ailleurs, vous insistez là-dessus et cela ne m'a pas étonnée parce que vous dites quand il y a un crime, vous pouvez avoir une interférence entre la personne qui est décédée et le criminel, par exemple. On n'a pas accès déjà, on n'a pas accès si la personne est décédée, qu'elle a été tuée de façon violente, on n'a pas accès tout de suite, donc ce n'est pas la personne qui est décédée, le défunt, qui peut nous aider à retrouver le corps. Très rarement. Donc, quand les gens disent « j'ai entendu la petite non, en fait, pour être experte, je peux vous dire que non, en fait. Donc, on travaille avec d'autres, et selon ce qui nous est autorisé, parce que malheureusement, il y a aussi des principes karmiques, des résolutions. Voilà, pourquoi des fois on a les réponses pour les enfants tout de suite et parfois non. Ça, c'est compliqué d'y répondre d'un point de vue spirituel. Et c'est aussi très indélicat à dire aux parents et aux familles. Oui, parce que ça aussi, c'est pas le rôle le plus facile. Non, non. Et puis quand les gens sont choqués, vivent un tel drame, on ne peut pas annoncer à une personne qu'on est en train de vivre une dette karmique ou familiale. C'est pas approprié. Tout à l'heure, vous évoquiez vos éventuelles sœurs ou frères. Oui. Vous n'êtes pas enfant unique? Non. Et est-ce que vos frères ou sœurs ont les mêmes capacités que vous, le même intérêt? Oui, le même intérêt, moins, parce qu'ils sont dans d'autres domaines, mais la même sensibilité, oui. Mon frère aîné a un long parcours aussi de développement et de cheminement personnel. Ma sœur a commencé aussi il y a quelques années. Ma sœur a beaucoup d'instinct comme mon père et d'intuition, mais elle est beaucoup plus pragmatique et dans le monde du sport et de la matière. Mais c'est quelqu'un d'assez intuitive et assez sensible. On est, cela dit, très très différentes. Je dirais, elle est plus tournée vers la matière que moi, voilà. Mais avec quand même une ouverture dans la sensibilité et le développement de soi. À propos d'ouverture, vous avez écrit votre deuxième livre que j'ai trouvé très très bien ficelé, très bien conçu, Intuition et médiumnité. Merci. Comment devenir un bon lecteur de l'invisible. Alors, contrairement à certains livres, et j'en lis beaucoup, celui-ci a de la théorie. Oui. Il a énormément d'exercices pratiques, oui. Des questions, des bilans. Pour chaque chapitre, on peut un petit peu faire le bilan oui. nous-mêmes, d'où on en est, et évoluer, travailler dessus. C'est un livre pour les autres. Parce que vous dites justement, je crois, que le don vient à nous, en fait. Oui. On n'a pas besoin de courir, nous, après le don, les petits stages d'une semaine, de 2 jours. Non, le don, il est en nous, c'est l'âme qui le porte à différents degrés selon si on a déjà travaillé dans des vies antérieures ou pas. Ça nous permet, là, avec tout ce que j'ai donné, de faire des bilans. Après, c'est vrai qu'un coaching, un développement avec quelqu'un qui a un parcours d'acquis, ça peut être intéressant, mais aller à droite et à gauche et de travailler 2 jours, pour moi, ça ne me paraît pas sérieux. C'est un travail de longue haleine et régulier, très très régulier. J'aimerais effectivement que vous passiez ce message aux personnes qui m'écoutent et qui nous écoutent. Parce que souvent, il y en a certainement qui s'inscrivent à tous les stages possibles et imaginables, d'un week-end par-ci, une semaine par-là, et qui sont perdus.
tout dépend de l'intention en fait et l'âme, ce que l'âme a à faire. Est-ce qu'on a besoin de découvrir et d'apprendre? Je vais donner un exemple. Moi j'étudie l'astrologie pour moi, parce que ça me nourrit, que ça me fait du bien. C'est pas parce que j'étudie l'astrologie que je vais être astrologue et que je suis née pour être astrologue. Mon outil, c'est la médiumnité, je suis médium. Ça ne m'empêche pas d'aimer l'astrologie. Mais les gens font un peu l'amalgame et c'est ce qui est dommage. C'est-à-dire que pour aider, accompagner les autres à travers le don de la médiumnité, il faut beaucoup de choses. Voilà, on revient à ce que vous avez dit tout à l'heure. Il y a la différence entre le savoir. J'ai lu énormément de livres, mais si je ne sais pas les mettre en pratique ou pratiquer, je ne peux pas me définir. On n'accompagne pas à travers ce que l'on sait, on travaille et on accompagne à travers ce que l'on est. Et être, ça demande de l'incarnation dans la matière, du travail, de la justesse et du résultat. Donc ça veut dire qu'il faut attendre des années de pratique avec des résultats. Des années de pratique avec des résultats positifs avant d'officialiser les choses. J'ai beaucoup d'appels pendant les enquêtes, les gens qui me disent j'ai un pendu, je suis radiesthésiste, en étant formée 48 heures, enfin, je reste polie, mais à un moment donné, ça ne veut pas dire que la personne n'a pas de capacité, mais ça ne me paraît pas sérieux en fait, parce qu'il faut regarder qui on a en face et ce qui est en train de se passer dans la vie des autres. J'entends, à ce moment-là, mettez une paire de baskets, aller chercher sur le terrain. Et aider simplement les gens. Mais de dire, ça ne me paraît pas sérieux. Surtout que ce que j'entendais était à l'opposé de ce que je ressentais, donc je ne dis rien. À ce moment-là, j'ai beaucoup d'empathie. Et j'essaie de dire avec beaucoup de douceur, mais de sincérité. On n'en est pas là, en fait. Là, vous êtes au début, c'est bien, c'est une bonne volonté, mais le résultat... je pense va être compliqué à obtenir, mais je le dis avec beaucoup de bienveillance. Mais au fond de moi, je me dis, il y en a trop. Il y en a trop. Et puis j'en parle beaucoup avec mes collègues policiers, gendarmes, qui me racontent. Et je comprends qu'il y ait de la fascination pour le domaine et pour ce que je fais, entre autres. Mais il y a de l'admiration. Oui, c'est bien. Mais quand c'est l'admiration, c'est bien. Quand c'est de la fascination, c'est pas agréable pour moi. Parce que ça manque de cadre et de pragmatisme. Et à un moment donné, faut regarder au-delà de moi ce qui se passe chez l'autre, dans ce que l'autre est en train de vivre et de traverser, et de la réalité de l'épreuve que les gens sont en train de vivre. Et ça, je trouve que ça manque d'humanité, en fait. Donc, il faut redescendre au niveau du sol et dire réellement quelle est ma place et mon rôle là. Est-ce que j'ai vraiment les compétences ou pas pour dire, même sur une personne qui vient de rompre, qui a perdu un grand amour, alors qu'on n'est pas formé à l'accompagner. Alors à propos de rôle, donc je sais que vous êtes également formatrice. Oui. Qu'est-ce qui vous a fait finalement sauter le pas? Bon, vous avez beaucoup d'années d'expérience. Je dirais les Suisses. Les Suisses ont été très en demande de formation il y a une vingtaine d'années. Et c'est eux qui m'ont poussée à me révéler. C'est la Suisse qui m'a poussée, les Suisses. Et j'ai structuré mes cours. J'ai travaillé notamment avec Nathalie Gobet près de Fribourg, à Bulle. Et c'est elle qui m'a poussée à être formatrice il y a plus de 20 ans. Et les Suisses ont beaucoup répondu à ma demande, à leur demande, j'ai répondu à la leur. Oui. Et ma demande de l'âme, je pense que mon âme avait envie de transmettre, un besoin de transmettre ce que j'ai fait. Et ça s'est plutôt bien passé. Mais je suis très exigeante. Le problème, c'est là, c'est-à-dire que je suis exigeante dans la qualité du travail, de rigueur, de régularité et d'honnêteté, d'authenticité. Je vous interromps. Est-ce que vous choisissez aussi? Oui. Ah voilà, parce que pour moi c'est très important aussi. Oui, c'est ce qui est dur pour les gens, c'est qu'il m'arrive régulièrement de dire non. Je prends beaucoup de coaching individuel. Je prends qu'en coaching individuel, j'en prends 10 par an. Donc c'est peu, mais je prends beaucoup que par le choix.
Et j'ai des gens en vin, en séance, etc. Et on discute. Donc je leur dis, mettez de l'argent de côté. Je ne vulgarise pas même au niveau financier pour que les gens comprennent que c'est une vraie formation et qu'on travaille en one-to-one. Après, on peut travailler à plusieurs parce que je mets mes élèves en relation, etc. Mais je ne forme pas à tout va. C'est terminé. Au début, on m'a beaucoup demandé ça, mais je ne me suis pas fait prendre au piège, parce que je voulais vraiment un travail de qualité. C'est ça hein, chez moi, c'est-à-dire que je suis beaucoup dans le travail de qualité et pas de quantité. J'ai la chance d'avoir un mari qui me permet de vivre correctement, ce qui me permet aussi de ne pas avoir besoin de gagner. Et puis, ce n'est pas mon intérêt dans la vie de gagner beaucoup d'argent. Je suis heureuse quand j'en ai, mais quand j'en ai pas, je serais être heureuse sans argent aussi. Et pour moi, ça, c'est important d'être là. Après, comme tout le monde, je mérite un succès, mais dans le succès, ça ne veut pas dire abondance matérielle et financière. C'est être bien et pouvoir réaliser des choses dans l'abondance, mais sans vraiment posséder, et surtout en partageant et en donnant. Alors, partager et donner, c'est ce qu'il y a dans le contenu de ce livre. Je disais tout à l'heure qu'il est très complet. Vous dites d'ailleurs, je pense en intro, en préambule, que c'est un peu le contenu de vos formations. Oui, oui, la base c'est le don. Le don dans l'amour inconditionnel, la gratitude et la bénédiction. Je suis bénie pour vivre une expérience sur Terre, accompagnée, guidée par là-haut. Et je rends grâce à ce qui m'est donné par la bénédiction. Je rends grâce à tout ce que je reçois, je vis, j'expérimente. C'est la base de ma vie et des rencontres que je fais tous les jours. Nous avons ici plein de choses pour les personnes qui s'intéressent aux chakras, aux huiles essentielles, les mantras. Les facultés extrasensorielles, puisque j'étais une des premières en 2007 à parler des facultés extrasensorielles. J'étais la première à donner la définition du mot faculté extrasensorielle. Donc quand je l'ai vu après, j'étais waouh, c'est dingue, mais dans les flyers sur Internet, j'étais la première à en parler après des canalisations avec les maîtres de lumière. Et après, c'est arrivé sur tous les pans. J'ai dit, ah oui, incroyable, c'est juste dingue. Mais j'étais la première à parler des facultés extrasensorielles dans les conférences à partir de 2007 et d'expérimenter dans les chakras comment on débloquait telle ou telle faculté, comment on travaillait. Puis après, je l'ai transmis. J'ai arrêté aussi assez tôt ma chaîne YouTube parce qu'après, j'ai vu qu'il y avait une vulgarisation des outils. Puis j'ai voulu être un peu plus discrète pour moi, pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. Mais pour moi, le travail des facultés extrasensorielles, de l'ancrage, tout est expliqué dedans, en fait, on travaille avec les guides. Oui. Voilà, la suite arrive, hein, parce qu'on est en train, avec Très Daniel, avec Exergue, d'apporter la suite. De celui-ci ? Bien sûr. Ouais, ouais. Ah oui. Oui. Parce qu'il est déjà très complet. Oui, alors, mais sur les guides, il y a encore beaucoup de choses à dire sur les guides spirituels. Et on est en train de préparer tout ça. Ah, j'ai hâte. D'ailleurs, tout à l'heure, je parlais d'exercices. Il y en a beaucoup. Vraiment sur tous les... D'ailleurs, il y en a aussi... C'est pour les bosseurs. C'est un livre pour les bosseurs. Oui, il y en a vraiment sur tous les plans et également sur le développement personnel, avec l'arbre de vie. Oui, la croissance personnelle, elle est la base de la croissance spirituelle. On ne peut pas évoluer spirituellement si on ne travaille pas sur sa croissance personnelle. C'est-à-dire qu'on va augmenter notre taux vibratoire en se libérant des mémoires du passé. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'au plus on va s'alléger en psycho-émotionnel et bien sûr sur nos mémoires spirituelles, au plus on va évoluer sur le plan vibratoire et spirituel. L'un ne va pas sans l'autre. Le spirituel peut aider, mais il faut quand même regarder dans notre axe miroir ce qui se passe dans la matière pour un peu avoir une analyse neutre. Oui, parce que si on est entouré, je dirais, d'un environnement toxique ou de personnes toxiques qui... Ou si on est nous-mêmes toxiques. Aussi. Qui font que les vibrations restent basses, il est très compliqué de... La base, c'est de ne pas se positionner en victime, mais comprendre qu'on est moteur de par ce qu'on porte, notre vécu dans l'enfance et nos mémoires d'abandon ou autres, hein, de trahison, etc. C'est important de se remettre en question pour pouvoir ouvrir un autre système.
de champ vibratoire. On attire à nous ce que l'on est, ce que l'on... Bon, ça, tout le monde le dit, tout le monde explique, mais comment créer le changement? La théorie est très facile à comprendre. Voilà, mais, voilà la théorie, mais la pratique, c'est dans le quotidien, en fait. Il n'y a que par la pratique du quotidien qu'on peut arriver à changer un mécanisme interne. Donc vous parlez également ici des exercices qu'il faut faire pendant 21 jours, à la suite, ce qui est lourdement ou fortement recommandé, même en EFT d'ailleurs. Oui. Il y a plein de techniques et c'est à chacun de choisir la technique qui nous convient. Je dis souvent que pour faire une ratatouille, il y a 15, 20 ou 30 ou 50 recettes. C'est vous qui allez trouver votre recette. Et c'est important de passer par l'expérimentation pour dire, moi je me sens à l'aise et au niveau du goût, j'aime cette recette-là. Là, c'est pareil pour le travail de développement personnel. Pour travailler votre troisième œil, je donne à chaque fois différentes techniques et les gens vont dire, ah bah ça, moi, je suis à l'aise, ça fonctionne très bien, ça pas du tout. Et il faut passer par la pratique. C'est ça que j'aime justement aussi de votre côté. Lorsque, par exemple, vous citez une prière, vous mettez juste à la fin, vous pouvez la modifier en fonction de vos ressentis. Et moi, je suis un petit peu le côté un peu pas têtu, mais voilà, j'ai envie aussi de moduler les choses à ma façon. Bien sûr. Et quand quelqu'un pose à la lettre, à la virgule près, un texte ou une méthodologie, cela me gêne énormément. Du pouvoir. Non, parce que tout est une question de champ fréquentiel. Et s'il y a quelque chose qui nous dérange, ça ne veut pas dire que celui qui vous l'a donné n'est pas bon, n'est pas dans votre vibration. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à moduler par rapport à vous, par rapport à vos affinités vibratoires, énergétiques, émotionnelles, et c'est à vous de planter le décor. C'est à vous de le faire. C'est là où je pense que l'investissement personnel est important. Donc, si les personnes achètent ce livre, ou plutôt quand vous allez acheter ce livre, que je vous recommande vraiment, quels conseils pourriez-vous donner aux personnes qui commencent à lire celui-ci en attendant le suivant? Ils peuvent démarrer... en suivant au fur et à mesure? Non, c'est libre en fait. Mais bien sûr que je vous recommande toujours la base de l'ancrage et du travail sur les facultés extrasensorielles et les bilans. Les premiers bilans sont importants. Après, ils peuvent attaquer un chapitre ou un autre selon leur préférence, travailler sur les chakras ou ils sont libres en fait. En tout cas, sur tous les retours que j'ai, c'est ce que les gens me disent. Ils l'ont attaqué, il y a une mère et deux filles là, qui travaillent sur le livre et c'est rigolo parce qu'elles ont démarré sur des axes différents, donc les échanges étaient assez intéressants. Vous donnez comme conseil d'ailleurs certains conseils de purification, de nettoyage, que ce soit des lieux ou de soi-même, parce que je suppose que vous, entre chaque enquête, vous avez aussi besoin de nettoyer. Énormément. De vous alléger. C'est pas facile de passer de l'une à l'autre. Je suis assez sensible, moi. Vous avez l'air de dire que vous en avez plusieurs en même temps? 2 d'enquêtes en cours? Oui, bien sûr. Oui. C'est avant de démarrer dans les connexions, mais aussi après, bien sûr. Ah oui, parce que vous recevez les flashs comme ça, parfois avant qu'on vous appelle. Oui, vous avez déjà c'est des informations déjà avant, oui. Il y a des défunts parfois, je reviens sur le premier, qui ne veulent pas être retrouvés. Oui. Pourquoi? Je me suis posé la question par rapport au fameux Thierry dont vous parlez. Parce qu'au moment où ils passent à l'acte, c'est leur désir. Oui, non, mais ça, j'avais l'impression que c'était après qu'ils n'avaient pas envie d'être retrouvés non plus. Qu'on retrouve, non? C'est au moment de son départ, donc ça reste dans la vibration, parce qu'au départ, ils ne comprennent pas, donc ils n'ont pas... Quand ils sont de l'autre côté, ils sont défragmentés. Donc, moi, je reste dans ce que je ressens, c'est la vibration au moment où ça s'est passé, en fait. Je vais poser une question à laquelle peut-être ne pourrez-vous pas répondre. On dit souvent que les personnes qui se suicident coupent leur contrat d'âme quelque part de façon brutale et que quelque part il y a un regret de l'autre côté, que ce n'est pas recommandé. Qu'en pensez-vous? Parce que vous alors bien sûr qu'un suicide n'est pas recommandé puisque ça coupe le contrat d'âme et que ça annule du coup ce qu'ils ont engagé de travailler, on repart à zéro. Évidemment que
Le suicide n'est absolument pas recommandé pour un travail d'âme de longue haleine, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont rester dans l'ombre. Ça veut dire que le travail de l'entourage au niveau des prières va être important. Et puis là-haut aussi, il y a aussi des membres de famille qui vont travailler pour les aider à regagner cette lumière. Donc on n'est jamais vraiment seul, mais même si on a fait de belles choses durant son chemin et puis qu'à un moment donné on ne supporte plus et qu'on décide quand même de mettre fin à ces jours, ça ne va pas annuler tout le travail de lumière qu'on a fait durant sa première partie d'incarnation, parce que l'âme, elle reste quand même lumineuse. Il y aura une différence entre quelqu'un qui se suicide et qui a fait du mal toute sa vie aux autres, et quelqu'un qui se suicide parce qu'il a trop souffert et qu'il n'en peut plus de la souffrance. Mais le travail va redémarrer à zéro. Ça, c'est une réalité. Parce que vous croyez à la réincarnation, bien sûr. Oui. Donc, ceux qui coupent ce contrat d'âme sont certains de devoir revenir. Oui. Oui. Mais après, pour moi, revenir, ce n'est pas quelque chose de négatif. Hein. Revenir sur Terre, c'est quand même un plan sur lequel on peut travailler beaucoup de plans de conscience. Ah oui, moi non plus, mais je veux dire par là que s'il décide de couper, de partir, c'est qu'il se dit « Ah, sur Terre, je ne peux plus ». Donc, quelque part, le fait de penser « Je vais revenir », peut-être ça peut freiner aussi certains. Ah oui, ça, c'est sûr. On revient toujours pour retravailler, on va revenir dans des bases primaires, très primaires, avec des choses difficiles sur le plan physique et humain. D'ailleurs, c'est ce que vous avez l'air de dire, je crois, dans l'un des deux livres, que ceux qui se disent « Ah, mais moi, je ne veux plus revenir sur Terre, c'est fini, oui. », quelque part, ce sont ceux qui ont le plus à travailler. Oui. Oui. Et il y en a beaucoup dans le développement spirituel, non, mais qui adulent complètement les anges, etc., et qui n'aiment pas du tout les anges de la matière et la matière. Parce que, comme je suis en train d'expliquer dans mon nouveau livre, je parle aussi des anges terrestres et qui nous amènent aussi à une vraie lumière de nous-mêmes et à nos éclats intérieurs. Et ça, c'est important parce qu'on parle beaucoup des guides de lumière là-haut, mais sur Terre, il y a aussi beaucoup d'anges incarnés qui ont beaucoup de force. Et c'est sur cela qu'il faut aussi regarder, écouter et essayer de trouver un appui pour comprendre un peu le chemin d'ouverture intérieure entre l'âme et le divin. D'ailleurs, effectivement, dans ce livre, vous donnez aussi toute je cherche le mot, vous définissez tous les guides. Oui. Il y en a au moins 10 ou 12 ou 13. Les facultés, les factions des guides. Oui, c'est ça. Énormément. Je n'avais jamais pensé ou réfléchi sur le fait que c'est la suite qui arrive. D'accord. Voilà, où je vais parler de tout ça et expliquer. Et j'ai découvert également que nous n'avons pas que 7 chakras, mais ça je le savais. Oui. Il y a le fameux chakra de la terre de l'âme et le chakra... Étoile de terre et puis étoile de l'âme. Et après, il y a les chakras Inca. Il y en a 3 qui apportent... Auxquels on ne pense jamais et sur lesquels on ne travaille pas forcément. Ben, forcément, et c'est ce qu'il faut travailler pour vraiment être incarné, avoir un beau travail d'incarnation spirituelle, et ça prend son temps. C'est ça que je dis quand j'entends « Oui, je travaille mon chakra racine ». Bon, ben, c'est bien, on est à la maternelle. On n'est qu'au début, en fait. Oui, il faut aller plus loin. Ça a été un déclic, en fait. Oui. Maintenant, j'y pense. Oui, c'est-à-dire, exactement, ça nous permet d'aller plus loin dans le travail, l'authenticité et l'alignement entre le plan divin et le plan terrestre. Que proposez-vous en plus de vos enquêtes, les formations? Je crois vous pouvez aussi, on peut vous appeler pour avoir une consultation individuelle. Oui, les consultations. Alors, puisque vous n'êtes pas la fameuse Madame Irma, oui. Que proposez-vous aux personnes qui peuvent là, on travaille sur la guidance avec les messages de l'au-delà, les messages des guides, la mission de vie, la mission d'âme, et puis les channelings avec des aspects de guérison pour nous. Où les guides spirituels parlent à travers moi, ils donnent des informations importantes pour nos passages de vie. C'est en téléconsultation, il y en a quelques-unes, pas beaucoup, et sinon je reçois les gens après les conférences. J'ai quelques conférences à l'année sur 6 ou 7 dates à peu près, où je me déplace un petit peu partout, peu en France.
Vous êtes surtout dans les îles. Dans les îles. Votre passion pour à l'étranger aussi. Je vais en Suisse. Là, on va pousser le Canada. Il y a eu les États-Unis, Dubaï. Je bouge beaucoup. Le Maroc, j'ai fait aussi. Donc, je bouge beaucoup. Oui, d'où l'intérêt de le faire aussi en visio. En visio, oui. Oui, parce que je ne peux pas encore me téléporter. Oui, puis j'ai besoin de temps pour moi aussi, donc c'est ça qui est difficile. Et je reçois. Avant, j'avais un cabinet dans ma région, à Toulon, et j'ai arrêté il y a 7 ans à peu près, je crois, un peu plus de 7 ans. Donc maintenant, je bouge tellement que je ne peux pas. Je suis très heureuse de vous avoir découverte. Merci beaucoup. Si vous deviez donner comme ça, on va dire 2, 3 conseils, 3, parce que c'est trop peu, que les personnes qui vous écoutent aient le choix, pour développer son intuition par peut-être une huile essentielle, par un cristal, par une méditation, quelque chose. Est-ce que c'est vaste et vague. Oui. Je dirais plus conjuguer l'humilité, la gratitude et la bénédiction. L'authenticité, être authentique, ça me paraît important. Et en huile essentielle, j'irai sur une ouverture de cœur, sur la rose de Damas. Après, j'aime beaucoup l'immortelle, qui est une huile corse. Je suis attachée et en affect avec la Corse, de par mon histoire transgénérationnelle. Je suis une insulaire de par mes racines. Et puis c'est une huile qui aide pour les chocs et qui accompagne pour les passages. Et je pense qu'on est toujours en passage. Donc l'immortel nous permet d'être dans l'immortalité, dans le lien de la vie à l'au-delà. Donc j'aime beaucoup cette huile aussi. Mais il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Ah oui, oui. J'aime beaucoup la Lycea, qui est l'ouverture de cœur pour les anges, pour la connexion aux anges, qui est un peu citronnelle, elle a un parfum un peu de citronnelle. J'aime la cardamome aussi, qui met beaucoup de joie, la fleur d'oranger. J'aime aussi des huiles d'ancrage. Et alors, comment est-ce qu'on les utilise, vos huiles? Parce que vous ne l'expliquez pas forcément. Est-ce qu'on les prend pures en olfaction, c'est très bien. En olfaction, c'est très bien. J'ai beaucoup suivi médecine de conscience de Pierre-Olivier Taux, qui est un médecin en Suisse, et Marc Ivo Boning, qui est physiothérapeute en Suisse. Je suis très proche de Marc, on a fait des conférences dans des mêmes lieux, on est amis, hein, et on s'appelle régulièrement dès que j'ai des... Voilà, et j'aime bien son approche avec les huiles essentielles. J'ai suivi principalement ses cours. Donc, souvent dans le pli du bras gauche, j'en parle peu de la façon, parce que je le dis de façon médicale, il faut l'accord d'un médecin, il faut être sûr de ne pas être allergique, ça reste de la médecine, c'est pas mon domaine, donc je ne veux pas rentrer dedans. Après, je dis qu'en olfactothérapie, c'est déjà pas mal. Et puis après, oui, avec l'accord d'un médecin, en touchant le pli du bras gauche, 1 à 3 gouttes, parfois aussi sur les chakras, toujours en veillant qu'on puisse... Après, il y a des huiles dermocaustiques, donc il y a certaines huiles comme la cannelle de Chine qui est très efficace, qu'on met sous les pieds mais qu'on ne va pas mettre sur la peau parce qu'elle brûle. Moi, j'utilise beaucoup la cannelle de Chine pour l'ancrage, mais aussi pour l'énergie. Ah oui, je crois, un massage au niveau des pieds. Au niveau des pieds, parce que ça ancre et ça dynamise. Quand vous savez qu'il y a des virus, c'est radical. Ou quand vous devez beaucoup donner de vous-même le matin, une goutte sous chaque pied et ça redémarre, hein, ça réveille. Hein. Cannelle de Chine. Voilà. Après, je dis toujours, soyez prudents, vigilants, demandez à un médecin aromathérapeute, il y en a quand même beaucoup maintenant, pour valider l'utilisation ou non. Oui, éviter des allergies. Les mantras, moi j'aime beaucoup les mantras. Les mantras sacrés, il y en a beaucoup dans mon livre. Oui. Quand on n'a pas le temps de méditer, au moins on fait un mantra, ça prend 10 minutes, même pas, parfois 30 secondes, et puis ça réaligne. Et moi, je pensais aussi, éventuellement, comme astuce, de l'enregistrer. D'ailleurs, aussi, les méditations que vous donnez, par exemple, on peut très bien les enregistrer. C'est ça. Et puis après, on les écoute le soir. On me les demande beaucoup. On me dit, Isabelle, mettez sur votre site. Je vais le faire. Oui, le QR code. Je vais le faire, oui. Parce que comme ça, c'est beaucoup plus Je vais le faire, voilà. Parce qu'on ne peut pas méditer en lisant. Assez longue. Faites machin, faites machin. Bon, je ferme les yeux, je reviens. C'est mon petit côté poisson, là, qui est lent. J'ai une belle lune en bélier, mais je suis poisson. Ah, maintenant, on sent le bélier, hein. Oui. Sur le caractère, mais sur la forme, sur le fond. Mais la forme est toujours ce côté poisson un peu lent, un peu, voilà. Mais le fond est bien, un bel ascendant Capricorne aussi. Bien aligné. Et fidèle. Oui, assez valeur, oui, assez droite et fidèle, oui, ça c'est sûr. Ouais. Exigeante.
Bon, là, vraiment, on a fait tout, presque. On fait le tour, hein, ça y est, vous me connaissez bien maintenant. Bah, écoutez, Isabelle, merci, en tout cas. je suis ravie, ravie, ravie. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter, à part le deuxième tome que j'attends impatiemment maintenant que je La santé. La santé, voilà, moi je souhaite tout, surtout pour tout le monde là, pour notre humanité, parce que c'est de voir les choses s'apaiser, s'humaniser, plus pacifique, plus cohérent, voilà, plus spirituel forcément, mais avec beaucoup d'authenticité, et beaucoup de voyages, parce que j'adore le voyage. Et puis, du bonheur, j'en ai. Je le crée, j'essaie de le créer même quand il y a des moments houleux. Et puis voilà, du succès, j'aime bien aussi. Voilà, j'aime beaucoup. Et là, je me suis découverte à travers les rencontres avec les gens, les moments de dédicace, d'échange avec les gens en tant qu'auteur. J'ai découvert ça grâce à Exergue, à Très Daniel. Et puis, voilà, et je suis très contente aussi d'avoir eu Cathy qui me soutient, qui m'a aidée, parce que j'ai eu beaucoup de retard sur ce livre. Ils ont été très patients, ils auraient pu être beaucoup plus durs avec moi, ils n'ont pas été. Et ça a été... Oui, ils ont été... C'est un bel ouvrage, en plus de 300, presque 40 pages. Oui, oui. Vraiment, et pour moi, c'est une Il fait plus de 350 pages, il fait plus de 350. Et c'est une Bible, je peux dire. Oui, vraiment, c'est ce pour que moi, m'avait dit. Vous n'en achetez qu'un, vous avez tout ce qu'il faut. Et c'est en même temps un manuel de travail, un manuel d'exercice. Il y a de la théorie, de la pratique. Il est très, très bien conçu. Ce n'est pas parce que vous êtes là que je... Merci. Ça a été la réponse de Cathy quand elle a eu le manuscrit. Elle m'a dit, j'ai tellement attendu que j'y croyais plus. Mais là, c'est un véritable cadeau. Oui. Et j'ai beaucoup pleuré quand j'ai lu tout ce qu'elle m'a écrit, parce que quand on rend un manuscrit, on ne sait jamais s'ils vont dire oui ou non. Et là, j'ai été ébahie, heureuse et soulagée. Ah oui, alors là, l'investissement, c'est... maître mot de ma personne, c'est long, mais par contre, c'est toujours intense. Je n'aime pas la superficialité. Donc, je pense que là, les gens l'ont compris. Et ce qui est important, c'est d'être concret, d'être authentique et de travailler, parce que c'est un gage de sérieux. J'aime bien les choses sérieuses. Voilà. Oui, ça m'empêche pas d'être... J'adore m'amuser, j'adore faire la fête et tout. Vous êtes lumineuse, souriante. J'adore faire la fête. Mais par contre... quand il faut y aller, il faut payer la moitié. Je crois que vous êtes comme moi, c'est où on fait les choses bien, ou on ne les fait pas. Exactement. Et c'est pour ça que j'ai attendu, parce qu'il y avait tellement d'événements dans ma vie que je n'avais pas toutes les forces et les ressources pour m'y coller et me poser. Et quand je me suis posée, plus rien n'existait que ce livre. Et c'est ce qui se passe là encore avec le prochain. Et je m'accorde des moments complètement fermés. Certains auteurs écrivent un petit peu à droite à gauche et tout. Moi, je me ferme, je me barricade. Il n'y a plus de jour, il n'y a plus de nuit. C'est le livre qui m'appelle, c'est que ça. Il n'y a pas d'heure. Il y a des moments où je vais travailler la nuit, après dormir le jour. Et au bout d'un moment donné, paf, il y a ça qui est là. Voilà. Il y a ma correctrice qui me dit, bah ça y est, j'ai du boulot, merci. Tout en force, comme d'habitude. Voilà, tout en force. En fait, c'est ça, c'est le 4. Tout en force. On l'aura en 2025 ? Oula Même pas ? Oui, j'espère. Ah oui, donc il est encore quand même... On en est au sommaire. Voilà, non, on a plus que ça. Mais j'espère, oui, je pense. Ouais. Courant 2025. Bah, je serai heureuse de le lire et puis éventuellement de le représenter avec vous. Merci. Bonne suite à vous. Je vous remercie beaucoup, beaucoup d'avoir écouté cet échange. Et puis, je vais vous conseiller ces deux livres, du moins celui-ci. Celui-ci pour bien connaître Isabelle et celui-ci pour travailler sur vous. J'explique aussi beaucoup dans le premier les défunts, comment ça se passe pour les défunts, les familles, au moment de quand on perd quelqu'un, ce qui se passe. Au niveau de l'âme, il y a aussi beaucoup de choses spirituelles dans le premier. Hein. Voilà, c'est important de le dire. Et comment je suis arrivée à ça aussi. Comment j'y suis arrivée. C'est pourquoi je disais que dans le premier, on vous connaissait plus du point de vue humain, intime, perso. Et après, là, c'est plus le prof qui arrive. Ça. Voilà. Merci. Je vous en prie. Je vous donne rendez-vous très bientôt avec une autre rencontre. Au revoir. Au revoir.